Bonjour à tous, c'est votre enseignant Youssef Driouch d'une partie du cours relatif à la pétrologie métamorphique qui vient compléter la partie de ce cours donc relative au métamorphisme en général et qui vous est donné par Monsieur Belkacemi. Donc ce cours aura lieu en présentiel, du moins je l'espère, et sinon, ces enregistrements peuvent vous servir à réécouter ce cours et à le suivre autant de fois que vous le voudrez, mais c'est surtout destiné à ceux d'entre vous qui ne peuvent pas être présents pour une raison ou une autre relative à la situation sanitaire que nous vivons. Alors, ce cours donc, comme il est intitulé Assemblage minéraux stables dans les roches métamorphiques, va se pencher sur les relations que peuvent avoir les phases, c'est-à-dire les minéraux constitutifs des roches métamorphiques, dans une représentation graphique qui permet de voir comment les éléments chimiques constitutifs de ces minéraux et des roches totales peuvent être distribués entre ces différentes phases en fonction, bien évidemment, du changement par augmentation ou par diminution des conditions thermodynamiques telles que la pression, la température, la pression des fluides ou tout autre mécanisme qui permet le passage de roches formées par certains minéraux stables à une autre roche formée par d'autres minéraux stables. Les compositions chimiques des minéraux, on les appelle aussi des phases quand on raisonne en termes de pétrologie, donc les compositions chimiques de ces phases et des roches totales, c'est-à-dire de la composition chimique de l'ensemble des roches qui les contiennent dans le diagramme ou dans la représentation graphique que nous aurons choisi, auront des relations euh, géométriques que l'on appelle chémographie ou relation de phase. Ces relations donc géométriques nous permettront de savoir comment est-ce que les éléments chimiques sont distribués entre les phases premières ou les paragenèses primaires si on veut ou paragenèses premières vont se faire pour passer à une deuxième paragenèse. Autrement dit, nous avions un assemblage minéralogique ou une paragenèse, si vous voulez, stable, qui, suite à l'augmentation de pression et de température, va devenir instable. Et donc les équilibres qu'il y avait avant vont être changés en d'autres équilibres en passant par ce que l'on appelle une réaction métamorphique. Ces diagrammes de projection, donc, permettent de faire ces analyses chromographiques et d'en déduire les réactions métamorphiques qui se sont produites pour passer d'une première paragenèse à une deuxième paragenèse, peut-être à une troisième, peut-être à une quatrième paragenèse. Cela dépend des différents stades métamorphiques par lesquels nos roches sont passées. Ainsi, on peut reconstituer la succession des paragenèses, donc la succession des réactions métamorphiques. Et si l'on connaît les conditions dans lesquelles ces réactions métamorphiques se sont produites, on peut donc tracer un chemin de pression, de température en fonction du temps dans un diagramme pression-température comme ceux que vous a présenté Monsieur Belkacemi. Enfin, il est important de préciser à la fin de cette présentation rapide de l'esprit de ce cours que nous raisonnerons toujours en système fermé, c'est-à-dire que seul un échange d'énergie est fait avec l'extérieur, il n'y a pas d'échange de matière. Donc, que nous avons une composition chimique globale qui est fixe et seule la nature des phases change entre un premier stade métamorphique caractérisé par une pression et une température définie et un deuxième stade caractérisé par une autre pression et une autre température bien définie, les éléments chimiques qui sont là sont redistribués en passant des phases qui vont être déstabilisées à des phases qui vont être plus stables. Donc nous faisons, si vous voulez, une analyse de la redistribution des éléments chimiques dans les diagrammes triangulaires pour l'essentiel,
pour essayer de retrouver nos fameuses réactions métamorphiques. Bien, nous rentrons dans le vif du sujet en commençant par analyser ce que sont les assemblages minéraux à l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire que tous les paramètres thermodynamiques sont égaux sur l'ensemble du système, tels que le potentiel chimique, la pression, la température. Donc cet équilibre se manifeste dans les roches métamorphiques par un assemblage de minéraux qui sont stables entre eux. Alors, on peut avoir aussi la présence d'un fluide, tel que l'eau ou le CO2, sous différentes formes, et on peut avoir aussi, ou non, la présence d'un mélange fondu, c'est-à-dire un produit de fusion de notre roche. C'est ce que M. Belkacem, par exemple, vous a appelé l'anatextie crustale. Bien, pour atteindre cet état d'équilibre, les roches peuvent subir un refroidissement, c'est-à-dire une baisse de température, un réchauffement, augmentation de température, un enfouissement, une augmentation de pression, ou un changement de composition, mais ce cas est particulier, c'est ce qu'on appelle la métasomatose. Nous ne le considérons pas, puisque je vous avais dit que nous considérions que tous les échanges, que toutes les transformations de notre système se fait de façon isochimique, c'est-à-dire sans perte ou gain de matière. Alors, dans ces systèmes-là, la nature des minéraux présents à l'équilibre et la composition chimique de ces minéraux sont fixés, on dit, par PTX, c'est-à-dire pression, température et composition. Par exemple, pour une composition chimique de roche totale X bien définie et pour une température fixe, nous avons obligatoirement la pression que l'on peut déduire. Donc il suffit de connaître deux paramètres pour avoir le troisième. D'accord? Donc à une pression ou à une température bien définie, à un point précis, correspond une composition chimique d'une roche particulière. Alors, l'ensemble de ces minéraux qui sont dits stables sont évidemment constituent ce que l'on appelle en pétrologie une paragenèse. Alors il faut faire attention avec ce terme parce que les francophones disent paragenèse et c'est très précis, c'est-à-dire minéraux qui sont stables entre eux, alors que les anglo-saxons, ils emploient le mot assemblage minéralogique, ce qui pourrait vouloir dire l'ensemble des minéraux qui sont présents dans une roche. Et dans une roche métamorphique, comme vous le savez, vous pouvez avoir la présence de 10 ou 12 minéraux, mais ils ne sont pas tous à l'équilibre, c'est pas possible. La composition chimique des roches indique souvent que le nombre de minéraux qui peuvent être présents à l'équilibre est limité. Nous reviendrons beaucoup sur cet aspect-là et par l'application de la règle des phases que vous avez déjà dû aborder en première année. Quand on est sur le terrain ou que l'on a des échantillons de roches entre les mains ou qu'on analyse ces roches-là en lame mince, quelles sont les situations qui vont nous permettre de dire que nous avons un assemblage de minéraux à l'équilibre ou pas? Alors, le fait de définir de façon formelle que nous sommes en présence d'un état d'équilibre est très difficile. En revanche, certaines situations vous permettront de dire que vous êtes proche ou que vous êtes loin de cet état d'équilibre. Alors pourquoi état d'équilibre? Pour définir votre paragenèse, évidemment, que l'on va traiter dans les diagrammes de représentation graphique. Rappelez-vous l'objectif de ce cours. Bien, alors, si par exemple, je n'ai pas de réaction apparente, c'est-à-dire que je n'ai pas de réaction de déséquilibre, alors ces réactions de déséquilibre sont par exemple des textures de remplacement, où vous avez un minéral qui est remplacé par un autre et que vous l'observez, c'est une situation de déséquilibre, que vous avez des textures coronétiques, c'est-à-dire des couronnes, où vous avez des minéraux au cœur d'une structure dite coronétique, premier minéral, autour duquel vous avez une couronne de deuxième minéral, peut-être un troisième, etc. Le tout dans la matrice. Cette texture-là est une texture de déséquilibre. Le minéral qui est au cœur ne peut pas être en équilibre avec les minéraux qu'il y a dans l'ensemble de la roche, puisqu'ils sont séparés par d'autres minéraux, et ces minéraux-là sont probablement les produits de réactions métamorphiques. Donc ce sont des réactions apparentes, la roche est probablement hors équilibre. Ou encore, si vous avez des minéraux dont la composition chimique varie du cœur vers la périphérie, c'est ce qu'on appelle un zonage compositionnel, ça veut dire que les potentiels chimiques ne sont pas égaux et que donc l'équilibre n'est pas atteint.
En revanche, si vous n'avez aucune de ces figures-là, vous êtes probablement proche de l'état d'équilibre. Si dans votre lame mince, dans votre roche, vous avez tous les minéraux qui sont en contact les uns avec les autres, deux à deux, sans phénomène réactionnel, vous êtes quasi certain que vous n'êtes pas loin de l'équilibre. Évidemment que dans le cas où vous avez des coronites, dès que l'on a parlé, ou que vous avez des porphyroblastes, c'est-à-dire ces grands minéraux à l'intérieur duquel vous avez des inclusions, évidemment, les inclusions qu'il y a dedans devaient correspondre à d'anciens minéraux qui ont réagi et qui restent là parce qu'ils n'ont pas été entièrement consommés. On les appelle des reliques. On ne tient pas compte de ces minéraux-là, évidemment, dans la définition de notre paragenèse. Alors, il faut aussi, si les roches ne sont pas litées, il y a de fortes chances à ce que vous puissiez atteindre bien, sans trop de problèmes, un état d'équilibre. En revanche, si les roches sont litées, le litage indique que les différents lits ont des compositions différentes et que donc dans l'ensemble de votre échantillon microlité, vous ne pouvez pas atteindre l'état d'équilibre. En revanche, vous pouvez définir un équilibre lit par lit ou ce qu'on appelle un équilibre local. Bien. Si dans une roche métamorphique, vous avez le nombre de minéraux qui est réduit, cela indique probablement que les paragenèses anciennes magmatiques ou sédimentaires, avant que le métamorphisme de ces roches magmatiques ou ces roches sédimentaires, qu'elles ont disparu et qu'elles ont été remplacées entièrement par des assemblages donc liés au métamorphisme avec des textures métamorphiques bien claires. Cela indiquerait que nous sommes en équilibre chimique. Si en revanche vous avez des roches qui contiennent un nombre de minéraux très important, comme je vous l'ai dit il y a un instant, qui dépasse 6 ou 7 minéraux. Là, vous pouvez vous poser la question, est-ce que cette roche est à l'équilibre? Ce n'est souvent pas le cas, puisque le nombre de phases est supérieur à ce qui est prédit par ce que l'on appelle la règle des phases. Alors la règle des phases dit que la variance V est égale au nombre de constituants plus 2 moins le nombre de phases. Donc, la variance, c'est-à-dire le degré de liberté que nous avons pour garder le même état. À titre d'exemple, vous prenez de l'eau, euh, euh, donc qui est à température ambiante, à 25 degrés, elle est liquide. Si vous faites augmenter la température de 25 jusqu'à 90 degrés, l'eau, elle restera eau. Elle ne se transformera pas en vapeur. En revanche, et vous pouvez augmenter la pression aussi, elle restera eau. En revanche, quand vous arrivez à 100 degrés, l'eau va changer d'état, elle va se transformer en vapeur. Là, on a une réaction de transformation de l'eau liquide en eau vapeur. Mais avant d'arriver à cela, on pouvait varier la pression et la température sans que l'état de notre système ne change. Donc jusqu'à une certaine limite, jusqu'à 100 degrés pour l'eau. Dans les systèmes naturels, en général, on peut faire varier la pression et la température sans changement d'état. Vous-même, vous vivez dans un lieu dans lequel vous pouvez changer la température et la pression, mais vous restez vous-même. Mais si vous faites augmenter la température au-delà d'une certaine valeur et vous faites augmenter la pression sur vous, quelque chose qui appuie sur vous jusqu'au-delà d'une certaine valeur, vous allez finir par changer d'état. Vous ne serez plus le même. Mais avant d'arriver à ce changement, on peut changer la pression et la température sans changement d'état. Ça veut dire que la variance, généralement, est égale à 2. À partir du moment que la variance est égale à 2, pour répondre à la règle des phases, il faut que C, le nombre de constituants, soit égal au nombre de phases. V égale C plus 2 moins phi. C égale à phi, C moins phi est égal à 0, donc V est égal à 2. Donc, le nombre de phases est égal au nombre de constituants indépendants. Si j'ai 3 constituants indépendants, généralement 3 phases. Si j'ai 5 constituants indépendants, généralement j'ai 5 phases. Mais je ne peux pas avoir 5 constituants indépendants et 10 phases. Si j'ai 10 phases, c'est que 5 d'entre elles ne doivent pas être en équilibre. J'espère que je me suis fait comprendre. Sinon, on reviendra sur cet aspect-là un bon
un bon nombre de fois. Bien, si aussi on fait des analyses chimiques de minéraux, vous savez qu'on va travailler sur les analyses chimiques des minéraux, si on constate que par exemple le même minéral a la même composition chimique dans les différentes parties de la roche, c'est que cette roche est probablement à l'équilibre. Si en revanche vous avez des biotites qui a une composition ici particulière, puis à un autre endroit il a une composition différente, la troisième il a une composition différente, là encore vous avez l'évidence que les potentiels chimiques ne sont pas égaux et que donc l'équilibre n'est pas atteint. Ainsi, si une roche répond à toutes les conditions ou les critères que nous venons de citer, on peut considérer qu'elle est en équilibre chimique, c'est-à-dire que les minéraux qui la forment, ou les phases qui la forment, forment une paragenèse et sont donc en équilibre entre eux. Si on réfléchit au niveau d'une région, donc à une échelle un peu importante, et si dans cette région, nous avons euh, des roches qui ont une composition chimique comparable ou identique, et que ces roches ont les mêmes assemblages minéralogiques, donc les mêmes paragenèses si on veut, cela veut dire qu'elles ont toutes équilibré sur les mêmes conditions de pression et de température. Si en revanche, pour une composition chimique toujours qui est la même, vous trouvez des roches avec des compositions minéralogiques, des associations minéralogiques, des paragenèses différentes, ça veut dire que chacune de ces paragenèses correspond à des pressions et températures différentes. Donc qu'elles ont été équilibrées sous des conditions de pression et de température différentes. Alors, le passage d'une première association minéralogique à une deuxième ou à une troisième se fait via ce qu'on appelle un isograde. Un isograde, c'est une ligne d'égale conditions thermodynamiques de pression et température qui correspond à une réaction métamorphique qui donc est évidente parce que l'on constate qu'on a la disparition ou l'apparition d'une ou de plusieurs faces. Nous allons prendre maintenant quelques exemples illustrés à partir de photos de lames minces donc prises au microscope. Et nous avons un premier cas dans lequel deux minéraux, la biotite et le grenat, sont en présence et forment manifestement l'assemblage minéralogique principal de cette roche. Ces deux minéraux ne sont en contact direct les uns avec les autres sans réaction apparente, sans déséquilibre apparent. Nous pouvons considérer pour cette roche que grenat et biotite sont stables. Donc cette roche, ici, dans cette situation, est parfaitement à l'équilibre. En revanche, sur cette photo, nous avons un certain nombre de minéraux. Nous avons ici un minéral qui s'appelle la storotide. Nous avons un autre minéral ici qui s'appelle la cordierite. Et nous avons une matrice qui est formée par la biotite. Nous avons aussi autour de ce storotide un assemblage minéralogique très fin qui contient de la cordierite, du spinel et du corindon. Alors cette texture, une structure est dite coronitique parce que ça forme des couronnes autour d'un cœur formé par le storotide, d'une couronne de cordierite qui les sépare de la matrice formée de biotite. Cette texture est typiquement une texture de déséquilibre où tous les minéraux qui est ici ne peuvent pas être en équilibre. Alors c'est très simple. Au départ, storotide et biotite étaient en contact. Et puis en réponse à une augmentation de température ou de pression ou des deux, ces deux minéraux n'étaient plus stables, ils ont réagi entre eux pour former la cordierite, qui est en couronne. Enfin, dans un deuxième stade, la storotide, qui est donc isolée du reste, a subi aussi probablement une baisse de température, une baisse de pression ou je ne sais quoi encore, mais c'est souvent une baisse de pression dans ce cas-là, où cette storotide se déstabilise en cet assemblage cordierite plus spinel plus corindon. Ça s'appelle une pseudomorphose, c'est-à-dire des minéraux qui pseudomorphent, qui prennent la forme d'un autre minéral. Dans ce cas, donc, tous ces minéraux ne peuvent pas être en équilibre. Ceux qui doivent être en équilibre, c'est la cordierite, qui s'est formée ici, la couronne, plus, peut-être ici, un petit peu plus tard, la cordierite plus spinel plus corindon.
storotide ne peut pas être considéré comme étant stable parce qu'il est restitique, si on veut. Il est relique. Reste là comme témoin d'une étape de l'évolution métamorphique de cette roche. De la même façon, nous avons encore ici des structures coronitiques dans lesquelles, rappelez-vous, on a cet assemblage de cordierite plus spinel plus cordierite qui donc pseudomorphose la storotide, qui est donc entièrement disparue. Vous voyez, ça c'est une ancienne storotide qui a été pseudomorphosée. Ça correspond à une réaction métamorphique. Hein. Storotide égale corindon plus spinel plus cordierite. Cet ensemble est séparé du reste par une couronne de cordierite que vous avez ici, puis séparé de la biotite à l'extérieur par du grenat qui est là. Vous voyez, donc par rapport à la figure de tout à l'heure, nous avons disparition du storotide et nous avons formation du grenat. Alors, ça ne peut pas être en équilibre avec ce qui est à l'extérieur. Cette texture aussi témoigne d'un état de déséquilibre et permet aussi, pas oublier, ceci n'est pas un défaut, au contraire, c'est le contraire. Ça vous donne les différents stades par lesquels une roche est passée pour arriver au stade final que vous observez et dans lequel vous allez être obligé de retrouver les minéraux qui sont stables entre eux, c'est-à-dire les paragenèses que nous traiterons évidemment dans les diagrammes de chémographique ou de représentation graphique desquels nous avons parlé au début. Enfin, une figure aussi bien connue, puisque vous l'avez sur les pochettes de plusieurs livres de métamorphisme, où vous avez ici l'association entre les trois minéraux de métamorphisme, que sont l'andalousite, donc ce grand porphyroblaste, la silimanite, donc qui est sous forme de petites fibres, et la kyanite, donc il y a un fort relief que vous avez ici. Alors ces trois minéraux ne peuvent coexister qu'au point triple des silicates d'alumine sur un diagramme PT que vous connaissez. Mais en fait, cette situation est très discutable parce qu'il faut avoir une chance inouïe pour que ces trois minéraux puissent être à l'équilibre, puisqu'ils ne peuvent l'être que à un point précis dans lequel la variance, nous y reviendrons, est égale à zéro. Il n'y a aucun degré de liberté. En revanche, c'est probablement une figure qui montre un état de déséquilibre où peut-être que la sélimanite ou peut-être que la kyanite est stable. Il faut évidemment analyser les paragenèses avec les autres minéraux qui existent dans notre lame mince. Mais cette figure est très jolie parce qu'il est rare de trouver les trois silicates d'alumine ensemble dans la même roche.